Bonjour tout le monde, j'ai l'immense plaisir et le grand honneur aujourd'hui de recevoir monsieur Gérard Chevrier. Monsieur Gérard Chevrier, c'est un analyste politique, spécialiste en matière internationale, surtout le sujet nucléaire. Et monsieur Chevrier vient de publier La prochaine guerre sera nucléaire. Il est l'animateur euh, de sa chaîne YouTube, Gérard Chevrier, Le Monde vu par ceux qui font. Monsieur Chevrier, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et je vous souhaite une bonne journée. Donc j'espère que nous allons faire une émission intéressante pour les personnes qui sont abonnées à votre chaîne. Merci beaucoup. Merci Alors, beaucoup. Monsieur euh, Chevrier, j'aimerais bien commencer avec vous parce que vous avez évoqué dans des autres tribunes, des autres chaînes, le lien entre le lobby sioniste et le système électoral américain, surtout quelque chose qui se confirme avec l'arrivée de Trump et son entourage presque, oui, majorité sioniste. Le système électoral américain est dirigé, instrumentalisé par le lobby sioniste aujourd'hui? absolument. Alors si vous voulez, ça n'est pas d'aujourd'hui. L'existence de l'EPAC remonte à 1963. Précédemment, il y avait une autre organisation, puisque ce sont des réseaux qui existait, mais il a pris le nom de EPAC, American Israel Public Affairs Committee, et c'est une organisation dont le siège social est à Washington, sur le sommet d'une colline qui s'appelle le Mont Vernon. Le Mont Vernon, c'est une colline à Washington sur laquelle il y a cet immeuble qui emploie 370 salariés. Donc ça, c'est l'existence officielle d'une organisation qui était d'abord un soutien inconditionnel à Israël, soutien que l'on pouvait comprendre, si vous voulez, entre 1948 et 1960. C'est un petit État, tout jeune État, qui avait besoin certainement d'un soutien. Mais cette organisation, petit à petit, est devenue une organisation sioniste totalitaire. Alors, elle a pris complètement le pouvoir électoral entre ses mains à partir de 2010. Alors, tout d'abord, l'EPAC, c'était à l'origine des sociétés qui donnaient des sommes pour sponsoriser et financer les campagnes électorales. Donc, les gens recevaient des dons, des soutiens des différentes sociétés. Et en 1963, il y avait 10 000 sociétés et particuliers qui étaient des donateurs de l'EPAC. Quelques années plus tard, c'est passé à 50 000 et depuis les années 2000, ils sont 100 000 membres, 100 000 donateurs. Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'aux États-Unis, aucun représentant, et dans la Chambre des représentants, ils sont 577, aucun sénateur, il y a 50 États aux États-Unis, 2 sénateurs par État, aucun sénateur ne peut être élu s'il n'a pas l'accord et le financement de l'EPAC. Alors, comment est-ce qu'ils ont procédé? Eh bien, comme, si vous voulez, tout le lobby de la finance aux États-Unis est entre les mains des banques et de toutes les sociétés qui les composent et toutes ces personnes. Alors il faudrait, si vous voulez, je peux faire un petit retour en arrière pour que les gens comprennent bien l'origine des fortunes colossales qui ont été accumulées par les banquiers juifs. Il faut dire le nom, il faut dire appeler un chat un chat. Alors comment ça s'est passé? C'est très simple en fait. Nous sommes au Moyen Âge et à la fin du Moyen Âge, il y a ce qu'on appelle la période de la Renaissance. À partir de 1300, vous avez le commerce international qui se développe et notamment à partir de Venise,
où il y a des bateaux qui partent pour acheter des épices, pour acheter des soieries, et tous ces achats qui sont importants, eh bien, il faut les financer, il faut payer comptant et bien sûr en pièces d'or. Alors, à cette époque, l'Église catholique qui règne sur toute l'Europe, hein, il faut bien comprendre que c'est l'Église catholique dirige complètement l'Europe à cette époque-là. Elle est présente en Italie, bien sûr, en Espagne, au Portugal, en France, puisque les papes seront pendant presque un siècle à Avignon et non pas à Rome. Et puis, elle domine aussi la société en Allemagne, en Suisse, toute l'Europe. Et donc, l'Église catholique interdit l'usure, c'est-à-dire qu'elle interdit le prêt avec intérêt. Elle estime que, alors c'est un péché mortel et c'est un péché qui est puni d'excommunication et d'interdiction de sépulture. Donc c'est quelque chose de très grave. Les gens, aucun chrétien catholique ne va prendre le risque d'être excommunié. Donc les chrétiens ne peuvent pas faire des prêts avec intérêt. Tout part de là. Vous voyez, aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde, c'est parti de ce point-là. Donc nous sommes dans les années 1300. Il y a Marco Polo qui a fait un peu la découverte de tout le monde de la Chine. Enfin, c'était son père, plus précisément, qui a fait le premier voyage. Et il y a un commerce important qui se crée. Et qui finance ce commerce? Ça ne peut être que des juifs qui vont, parce que dans la religion juive, on n'interdit pas le prêt, au contraire, il est codifié dans un livre qui s'appelle le Deutéronome, et le Deutéronome déjà précise les taux d'intérêt que l'on peut prendre. Ça peut aller jusqu'à 20% pour des prêts à court terme et 30% pour l'achat de semences. Vous voyez, les semences se prêtent sur 4 mois et là, on peut prendre 10% pour la période de 4 mois, ce qui représente un taux d'intérêt de 30% par an. Et donc, tout naturellement, ce sont des juifs qui vont faire des prêts à toutes les personnes qui font du commerce, qui investissent et tout ça, et qui vont accumuler au cours des siècles des fortunes colossales, qui vont créer des banques, mais avec des choses que l'on n'imagine pas. J'ai fait sur ma chaîne YouTube une vidéo sur laquelle j'ai fait voir les tableaux, comment, en ayant un taux d'usure de 10%, ce qui était très faible, on double le montant tous les 10 ans. Et donc, avec une somme de 100 000 euros en 1300, on arrive en 1450, à l'époque de Gutenberg, vous voyez, l'invention de l'imprimerie. En 1450, la petite banque qui avait prêté au départ 100 000 écus, hein, à l'époque c'était des écus, il y avait différentes monnaies, il y avait le florin, tout ça, on va mettre ça en euros pour que les gens comprennent, eh bien on part de 100 000 euros en 1300 et on arrive à 6 milliards et quelques en 1450, vous voyez, simplement par le jeu des 10% d'intérêt par an. C'est quelque chose de colossal. Et alors, quand on va arriver à la période industrielle, c'est-à-dire à partir de 1830, eh bien là, les sommes vont devenir absolument incompréhensibles. Alors, en France, nous avons les millions et nous avons les milliards, et nous n'avons rien au-dessus. Mais aux États-Unis, ils ne marchent pas comme ça. Ils disent millions, donc ça correspond à nos millions, et ensuite, ils ne disent pas milliards, mais disent billions. Et au-dessus, ce sont des trillions. Donc, vous voyez, et pour situer ce que c'est qu'un trillion, je vais vous donner un exemple très clair pour que les gens comprennent. On va remplacer le dollar par des secondes. Eh bien, 1 million de secondes, ça correspond à 11 jours, et 1 milliard de secondes, c'est-à-dire 1 billion, ça correspond à 31 ans. Vous voyez? Donc, quand on met 1 million de secondes, ça fait 31 ans. Mais quand on passe à 1 trillion de secondes, qui correspondrait, si vous voulez, à 1 trillion de dollars, eh bien là, on est à 31 000 années, 31 000 ans. Vous voyez?
Voilà, ça donne un peu la situation, la différence qu'il peut y avoir entre 1 million et 1 trillion, et surtout, c'est quelque chose qui dépasse l'imagination. Eh bien, il faut savoir que les 5 familles juives les plus riches des États-Unis, ce ne sont pas du tout les Elon Musk et tout ça. Non, non, ce sont des familles qui ont accumulé des fortunes pendant 3-4 siècles. Hein, c'est autre chose. C'est Goldman Sachs, par exemple, la famille Goldman Sachs. Eh bien, les 5 familles les plus riches des États-Unis possèdent à elles seules 550 trillions de dollars. Vous voyez, alors si on mettait ça en secondes, vous voyez, ça fait une éternité. Donc voilà la puissance du lobby financier aux États-Unis. Il n'y a pas que 5 familles, il y en a des centaines. Donc ces gens-là ont pris possession du système électoral aux États-Unis à partir de 2010 en faisant voter une loi, et cette loi autorise le financement des campagnes électorales par des entreprises privées, ce qui est absolument interdit en France et probablement dans d'autres pays, mais aux États-Unis, c'est autorisé. Et alors, en mettant, comme ce sont des gens qui travaillent avec l'économie circulaire, c'est-à-dire que, eh bien, il y a un slogan qui explique qu'un juif naît pour aider un autre juif. Voilà leur système d'éducation et leur système de vie. Et donc, tout naturellement, quand on fait des affaires, on fait des affaires d'abord avec le réseau, et puis ensuite, voilà. Alors, les agences publicitaires aux États-Unis appartiennent bien entendu au réseau de l'EPAC. Et à partir de 2010, quand ils ont eu cette loi, ils ont pu, si vous voulez, faire financer des campagnes à un niveau très très haut, puisque de toute façon, cet argent leur revient à eux dans le réseau. Et donc, quelque chose, vous savez, récemment, j'ai été invité par Irina Dubois, nous avons fait une très bonne émission qui continue à faire des vues, parce que je pense que c'est une émission qui était très, très intéressante pour beaucoup de personnes qui l'ont regardée. C'est sur le dialogue franco-russe. Eh bien, j'avais expliqué que l'élection d'un sénateur aux États-Unis en 2022 coûtait plus de 200 millions de dollars. 200 millions de dollars. Quelle est la personne qui pourrait posséder 200 millions de dollars et qui les investirait pour être élu sur un poste de sénateur qui va lui rapporter un salaire de 90 000 dollars par an? C'est ridicule, vous voyez. Donc voilà le système. Donc on est, et les personnes ont eu du mal à croire, et donc j'ai précisé les chiffres pour être très précis. En 2022, il y avait ce qu'on appelle les élections à mi-terme, c'est-à-dire au bout, en 2022, on renouvelle une partie de la Chambre des sénateurs et on a renouvelé donc 35 sénateurs. Le coût de la campagne publicitaire a été, de mémoire, je crois que c'est 9 milliards 400 millions. C'est-à-dire que le chiffre dont je me suis à peu près sûr, c'est le coût par sénateur, c'était en 2022 277 millions de dollars de frais publicitaires. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, ne peut être élu que des gens qui sont choisis par les PAC et qui sont financés par les membres de l'EPAC. L'EPAC ne finance pas directement les campagnes électorales, mais elle dit, par exemple, à Goldman Sachs, elle va dire à la compagnie pétrolière au Texas de faire, par exemple, 3 millions de dollars de dons, de faire 7 millions à un autre, etc. Donc, elle décide de tout et on voit le résultat. Maintenant, quand ils ont invité au mois de juillet Netanyahou devant le Congrès américain, eh bien, sur un discours qui a duré, je crois, 65 minutes, il a eu 58 standing ovations parce qu'en fait, l'EPAC a acheté, les Américains le savent, a acheté toutes les membres du Congrès. Et donc, pareil pour les élections présidentielles, où là, on est dans des montants de 14 milliards de dollars
pour les frais de campagne. Donc, il n'y a aucun candidat, aucun parti qui peut financer ça. Et ce sont eux qui tiennent toute la direction des États-Unis et qui décident de la politique des États-Unis. Alors là, on voit la politique expansionniste de cette organisation sioniste, puisque maintenant, à peine est-il au pouvoir Trump, que déjà il dévoile la couleur. Il veut annexer en quelque sorte le canal de Panama. Le Canada deviendrait le 51e État, parce que non seulement ils veulent diriger le monde, mais ils veulent posséder le monde. Vous voyez, c'est autre chose. Et donc, maintenant, c'est le Groenland, une île qui fait la surface de 4 fois l'équivalent de la France, peuplée seulement de 56 000 habitants. C'est une petite ville de province, hein, qui occupe un territoire qui est grand comme 4 fois la France. Alors, voilà un petit peu le tableau pour qu'on comprenne bien. Et donc, je crains, moi, que dans quelques semaines, eh bien, toute l'équipe de Trump décide de bombarder l'Iran, notamment ses sites d'enrichissement d'uranium. Alors, on le verra si ça se déroule comme ça. Mais si ça se déroule là, à mon avis, on ira vraisemblablement vers une guerre, et une guerre dans laquelle la Russie interviendra. Oui, j'aimerais bien, Monsieur Chevrier, parce que vous êtes nommé par plusieurs observateurs comme Monsieur le nucléaire, je m'excuse. Hein. Oui, J'aimerais voir et comprendre comment Israël a acquis la bombe nucléaire juste après 12 ans de sa création. Et on n'évoque jamais ce programme qui n'est pas contrôlé, je pense, hein, parce qu'on évoque, on parle souvent du programme iranien, du programme nord-coréen, du programme irakien dans l'OTAN, du programme syrien, mais on ne parle jamais du programme israélien, malgré que Israël aussi est constitué comme une menace pour plusieurs pays dans la région. Comment vous expliquez ça? Alors, c'est très bien. Merci de me ramener sur le sujet, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui est très, très important. Je vais me permettre de boire un petit peu d'eau, si vous voulez, parce que en parlant, j'ai une tasse là-bas. Merci. Alors, effectivement, comment Israël, un tout petit pays, a obtenu la bombe atomique, puisque à l'époque où elle obtient la bombe, on ne parle pas de nucléaire, on parle d'atomique, bombe atomique. Donc, nous sommes en 1952, l'État d'Israël a donc 4 ans, c'est un tout jeune État, il est peuplé par environ 3 millions d'habitants, et il y a une organisation qui s'appelle la Haganah, qui était un groupe classé terroriste par la communauté internationale à l'époque, qui est donc un groupe dirigé par Ben Gourion, le fondateur de l'État d'Israël. Mais avant que ça devienne l'État d'Israël, ils ont fait beaucoup d'actions avec la Haganah. Et dans les rangs de la Haganah, il y a un jeune homme qui s'appelle Shimon Peres. Et Shimon Peres, c'est quelqu'un qui est né en Pologne en 1923, et ses parents ont quitté la Pologne pour s'installer en Palestine en 1934. Vous voyez, donc il est tout jeune quand il arrive en Palestine, et il va s'engager en 1942 dans la Haganah. Et Ben Gourion, qui l'a repéré parce que c'est un homme intelligent, jeune mais intelligent, et donc lui confie le poste d'approvisionnement, c'est-à-dire qu'il est chargé d'acheter des armes, du matériel militaire pour constituer petit à petit d'abord des groupes, et ensuite ce qui va devenir plus tard Tsahal, vous voyez, l'armée d'Israël. Et donc nous sommes en 1952, et Ben Gourion convoque Shimon Peres et lui dit: Shimon, tu vas aller à Paris, en France, et tu vas rencontrer quelqu'un qui va nous permettre d'obtenir des chars et des avions. Alors, Shimon lui dit: mais comment voulez-vous que je le fasse? Je ne parle pas anglais,
et je ne parle pas français. Elle lui dit, c'est pas grave, tu vas rencontrer quelqu'un qui, lui, parle hébreu et qui va te mettre en contact avec les bonnes personnes. Tu vois. Et donc, de fait, il part, il va à Paris, et la première personne qu'il rencontre, c'est El Ghazi. Et El Ghazi, plus exactement, El Ghazi, c'est un juif, bien sûr, qui est conseiller auprès du président du Conseil à Matignon. À l'époque, on est donc en 52, on n'est pas dans la Ve République, on est dans la quatrième, et il n'y a pas de Premier ministre. Il y a un président du Conseil qui occupe l'hôtel de Matignon et qui a en fait tous les pouvoirs d'un Premier ministre. Et donc, cet homme, El Ghazi, est le conseiller économique du président du Conseil. Il reçoit Shimon Peres, et là, ils vont discuter de toute la situation, et très rapidement, il va le mettre en contact avec les bonnes personnes, et on raconte que 8 jours après son arrivée, Shimon Peres était installé au ministère de la Défense dans un bureau qui était à côté de celui du bureau du ministre des Armées. Et donc, on raconte même qu'il lui suffisait de taper à la porte pour entrer et faire les demandes. Alors, toujours est-il que ce premier voyage va se conclure par un résultat très positif, puisque la France va fournir 270 chars AMX, voyez, à Israël, et bien sûr des avions d'assaut. À l'époque, ce sont des Mirages, et là, on va leur fournir beaucoup d'avions. Il faut savoir que Marcel Dassault, qui était le fondateur de la société Dassault, s'appelait de son vrai nom Marcel Bloch. Il avait été dans les camps de concentration en Allemagne et il avait de toute façon tout un réseau et donc aucune difficulté pour fournir des avions. Et ça, c'est le premier voyage de Shimon Peres, qui se passe très bien. Shimon Peres va retourner plusieurs fois et donc à cette époque, il est déjà affilié au Parti socialiste qui existe en Israël et tout naturellement, il va avoir des liens avec le Parti socialiste français. Et c'est un homme intelligent qui apprend vite, il va rapidement apprendre le français, il va revenir plusieurs fois en France et en 1955, il va proposer quelque chose qui est absolument incroyable, qui pourrait faire l'objet d'un film, tellement cette histoire est unique. Il va rencontrer, donc à partir de Algozi, il va rencontrer Abel Thomas, qui et lui proposer la situation, enfin, il va lui faire la proposition suivante. Il va lui dire, vous avez en France une centrale nucléaire qui s'appelle Saclay, qui est à Saclay, donc dans la région parisienne. Vous savez produire de l'électricité à partir de l'énergie atomique, mais vous n'avez pas la technologie pour fabriquer la bombe. Alors moi, je vous propose une chose. Vous nous construisez une centrale nucléaire identique à celle que vous avez à Saclay. Vous formez nos ingénieurs et nos techniciens. Et en échange, nous vous allons vous communiquer, nous allons vous donner toute la technologie de la bombe atomique. Vous voyez, à l'époque, on parle de bombe atomique. L'autre volet du contrat, c'est vous nous fournirez l'uranium, puisqu'à cette époque-là, nous avions des mines en France d'uranium. Et donc, et surtout, vous allez procéder aux essais des bombes que nous fabriquerons. Alors, tout ça, c'est sur le papier. Abel Thomas dit il me faut en parler à plusieurs personnes, et notamment à Francis Perrin, qui est le haut commissaire à l'énergie atomique à l'époque. Et Francis Perrin va donner station à Francis Perrin, qui est commissaire à l'énergie atomique à cette époque-là, et les discussions avancent bien. Et donc, l'autre partie du contrat, c'est que la France procédera à tout ce qu'on a appelé les essais nucléaires, qui sont en fait de vraies explosions, et donc de façon à ce que
personne ne puisse supposer qu'Israël possède l'arme nucléaire. Vous voyez ? Et alors, ce que j'ai découvert après, par la suite, en faisant toutes les études que j'ai pu faire sur ces questions, j'ai découvert que non seulement Shimon Peres était venu pour faire ce contrat en France, mais qu'il a fait la même chose avec l'Afrique du Sud pour s'assurer d'avoir 2 fournisseurs d'uranium. Et donc, vous allez voir plus tard, je vais venir là-dessus, mais on va rester sur la relation avec la France au départ. Et donc, il a de bons contacts avec Guy Mollet, qui est au Parti socialiste en France, et Guy Mollet lui dit, si je suis élu président du Conseil, je ferai tout ce que je peux pour vous, pour que vous ayez ce dossier, pour qu'on puisse l'amener à son terme. En 1956, Guy Mollet va être élu président du Conseil, et là, tout va prendre forme. Il va y avoir la création de sociétés pour pouvoir envoyer le matériel en Israël à travers différentes routes, de façon à ce que l'on ne puisse pas voir que directement la France livre à Israël. Et donc, on va envoyer, il y a constitution de plusieurs sociétés. J'ai donné tous les détails à la chaîne Géopolitique Profonde. On a montré les documents de la constitution des sociétés qui ont été chargés de ça. Et surtout, le point important, c'est qu'à partir donc, de 1957, il va y avoir 1500 ingénieurs et techniciens français qui vont être envoyés dans le plus grand secret en Israël pour construire la centrale de Dimona. Vous voyez, Dimona, c'est dans le désert du Negev, à peu près à 50 km de la bande de Gaza, peut-être un peu plus loin. Et donc, c'est un chantier phénoménal. C'est quelque chose qu'on n'imaginait pas à l'époque. Et alors, ce qui est surtout important, c'est que avant de construire la centrale, ils vont creuser un énorme trou, c'est quelque chose d'énorme, puisqu'il va y avoir sous la centrale 6 étages qui vont permettre de dissimuler ce qu'il y a sous cette centrale. Et c'est dans ces 6 étages que l'on va enrichir l'uranium pour le passer d'un pourcentage de 6%, qui est le pourcentage nécessaire pour produire de l'électricité civile. On va l'augmenter d'étage en étage pour arriver au taux de 92%, le seuil nécessaire pour réaliser une bombe atomique. Voilà. Et donc, pendant 1 an et demi, dans le plus grand secret, il va y avoir 1500 ingénieurs et techniciens français qui vont travailler à Dimona avec des centaines d'ouvriers israéliens et qui vont construire cette énorme construction, 6 étages sous la terre et au rez-de-chaussée, la centrale absolument identique à celle que nous avions à l'époque à Saclay. Pendant les travaux de la construction, des équipes d'ingénieurs et de techniciens israéliens vont venir en France pour être formés dans la centrale de Saclay pour apprendre à manipuler toutes les manettes, sortir les barres d'uranium, etc. Donc toute la procédure, ils vont être pendant plusieurs mois en formation en France. On est donc à la fin des années 57 et en 1958, le général de Gaulle arrive au pouvoir. Couve de Morville, qui est son Premier ministre de l'époque, découvre cette histoire absolument étonnante, incroyable, et donc il en parle à De Gaulle, et De Gaulle dit, mais il n'est pas question d'accepter de continuer cette affaire, de construire une centrale nucléaire qui fabriquerait la bombe pour Israël. Vous vous rendez compte, si tous les pays arabes étaient au courant qui sont autour, mais on aurait des problèmes énormes. Et donc, Couve de Murville est chargé de faire venir Shimon Peres et de lui dire le président ne veut pas ça, on va arrêter. Et donc, il convoque Shimon Peres et Shimon Peres demande à Golda Meir de venir rencontrer Couve de Murville. Et là, elle va lui dire, monsieur, nous avons un contrat
nous avons commencé les travaux, nous sommes presque arrivés à la fin des travaux. Et donc, est-ce que vous voulez que tous les pays arabes qui nous entourent soient au courant de ce que vous avez déjà fait, de tous les contrats que nous avons signés, parce que tout ça, nous pouvons le mettre sur la place publique. Vous savez, on a les moyens, avec les journaux, de tout divulguer. Alors à ce moment-là, Couve de Murville prend la décision de ne plus en parler au général de Gaulle, et donc l'affaire va se poursuivre, et donc on va terminer cette centrale à Dimona, et surtout, on va passer après à la phase suivante, c'est-à-dire qu'on va fournir l'uranium, bien sûr. Alors, on avait des mines d'uranium à côté de Limoges, à Bassine, tout ça, on en avait d'autres, mais pas en très grande quantité. Et c'est probablement la raison pour laquelle Shimon Peres fait son contrat avec l'Afrique du Sud, qui va également se doter de l'arme atomique. Et donc, ça, quelques personnes sont au courant de ça. J'ai révélé tout ça à l'émission Géopolitique profonde. Et puis, alors vous savez, je publie beaucoup d'articles, des grands articles sur géopolitique profonde. Là, tous les mois, j'ai des articles par exemple, là, c'est sur la mort de Kennedy. J'ai un article qui fait, à chaque fois, c'est 6 ou 8 pages. Et donc, j'ai raconté aussi toute cette affaire sur différentes. Alors, on va revenir sur la phase importante, parce que tous les pays qui sont dotés de l'arme nucléaire, tous ont procédé à ce que l'on appelle des essais. Parce que pour mettre au point une telle arme, il est nécessaire de procéder à des réglages, de procéder à différentes choses. Ce n'est pas quelque chose qui peut s'improviser. Alors, vous avez le Pakistan a fait des essais, l'Inde a fait des essais, la Corée du Nord a fait des essais, la Chine, bien sûr, les États-Unis qui ont été le premier. Les États-Unis ont fait leur premier essai quand ils étaient à Los Alamos. Ils ont fait des essais en juillet 1945, puis après, ils ont fait des essais en grandeur nature à Hiroshima et à Nagasaki. Mais par contre, Israël n'a jamais procédé à des essais. Et donc, c'est la France qui a fait les essais pour Israël. Et non seulement elle a fait des essais pour Israël, mais ensuite, parce que moi j'ai étudié toutes ces questions, elle a fait des essais pour l'Afrique du Sud. Et alors là, je vais vous faire voir un tableau qui est... Alors les essais commencent en 1960, vous voyez, dans le désert du Sahara, dans le sud de l'Algérie. On va procéder à des explosions d'abord atmosphériques et puis ensuite à des explosions que l'on va faire. On va creuser des tunnels dans la montagne et on va faire des explosions là-dedans. Et puis la France, en 62, doit quitter l'Algérie. Et donc les essais vont se poursuivre à Mururoa, dans le Pacifique, où nous avons plusieurs îles sur lesquelles on va poursuivre les essais. Et les essais vont se poursuivre jusqu'à l'arrivée de Chirac dans les années 95 au pouvoir. Vous voyez, donc là, alors, pour bien situer, à l'époque où Shimon Peres fait son contrat avec la France, il y a seulement 3 pays dans le monde qui possèdent l'arme atomique. Il y a les États-Unis, bien sûr, c'est eux qui ont créé avec Oppenheimer, qui était le chef de la recherche, qui était également israélite, hein, qui a créé donc la première bombe nucléaire avec son équipe. Enfin, ils étaient 5000 personnes quand même à Los Alamos. Il y avait donc les États-Unis, l'Angleterre, qui a bénéficié de toute la technologie passée officiellement des États-Unis à l'Angleterre. Et puis ensuite, il y a eu l'Union soviétique. À l'époque, ça n'était pas la Russie. Et l'Union soviétique a eu toute cette technologie parce que dans les équipes d'Oppenheimer, il y avait plusieurs physiciens russes et il y avait des mathématiciens, etc. Donc, petit à petit, ça a fui et tout le procédé est arrivé en URSS. Mais il y avait seulement 3 pays. Et donc, Israël,
qui voulait obtenir, enfin Ben Gourion qui voulait obtenir cette arme de dissuasion vis-à-vis de ses voisins, n'avait pas tellement le choix, et donc il a fait cette proposition à la France. Et donc ce sont les services secrets israéliens qui ont obtenu toutes les informations techniques, scientifiques pour fabriquer la bombe, et qui les ont communiquées à la France, et ensuite la France a procédé aux essais. Alors les essais, ce sont de vraies explosions, ce ne sont pas des essais miniatures, vous voyez. Et donc je vais vous faire voir quelques-uns. Alors, oui, le point important, c'est que l'Angleterre possède le même niveau d'arsenal que la France. L'Angleterre possède 290 têtes nucléaires et la France 290 têtes nucléaires. Or, l'Angleterre a procédé dans toute cette période à 40 essais nucléaires. 40. La France, 210. Donc là, il n'y a pas de doute que pour avoir cet arsenal, ce n'était pas nécessaire de faire 210 essais. Donc la France a procédé aux essais pour Israël, comme ça Israël n'était pas visible dans ce truc-là, et pour l'Afrique du Sud. Alors, sur les 210 essais, je vais vous en faire voir quelques-uns, parce que moi j'ai la liste des 210 essais avec les dates, le nom des essais, la puissance, le lieu, etc. Tout. Hein. Et donc, je vais vous faire voir un tableau où j'ai sélectionné simplement quelques-unes qui m'intéressent, qui sont des explosions atmosphériques qui ont été testées dans le but que Israël et l'Afrique du Sud, et éventuellement la France, pourraient utiliser sur des pays très proches d'Israël. Parce que, si vous voulez, en France, comme dans beaucoup de pays, les gens ignorent tout des questions nucléaires. Et donc, en réalité, il faut bien comprendre qu'il y a deux types d'explosions dont les conséquences sont complètement différentes. Vous avez des explosions qui sont à basse altitude, c'est celles que l'on a connues à Hiroshima et à Nagasaki. Ce sont des explosions qui ne font pas de retombées radioactives. Donc là, l'explosion à basse altitude peut être utilisée sur le terrain des opérations. On va la faire exploser à une altitude qui correspond à sa puissance, c'est-à-dire qu'à Hiroshima, c'était 16 kilotonnes, on a fait exploser à 450 mètres d'altitude. Si on veut faire exploser une bombe 20 fois plus puissante, on va monter à 800 mètres ou 900 mètres, de façon à avoir un cône. Alors, les explosions à basse altitude, elles tuent par l'effet de souffle, la chaleur et le rayonnement gamma. Voyez, mais il n'y a pas de retombée radioactive. Donc, Israël pourrait très bien utiliser une bombe nucléaire au-dessus du Liban sans avoir de conséquences pour elle. Voyez, c'est ça qu'il faut comprendre. Elle pourrait détruire, par exemple, une ville comme Istanbul, avec une très grosse puissance, qu'on ferait exploser à 1200 mètres d'altitude, et ne pas avoir de retombées radioactives, parce qu'il n'y aura pas de nuages. Voyez. Par contre, une explosion au sol ou dans le sol creuse un énorme cratère. Là, c'est destiné à détruire des installations militaires, et là, il y a une quantité énorme de poussière qui monte dans le ciel jusqu'à 4000 mètres d'altitude et qui va former un nuage radioactif où là, il va y avoir des conséquences, des retombées radioactives. Donc, vous voyez, alors, je vais vous faire voir le tableau et là, vous allez comprendre qu'il n'y a pas de doute que quand on est, vous savez, je suis industriel, j'ai créé la première société il y a 50 ans exactement, c'était en 1975, donc j'ai pas mal d'expérience dans le domaine de l'industrie. Eh bien, il y a des choses que l'on sait quand on est industriel, les temps de fabrication, les temps de mise au point. J'ai fait beaucoup, j'ai passé 40 ans de ma vie à faire de la recherche, des prototypes, tout un tas d'essais sur le plan des procédés de fabrication. Et donc, quand on fait un essai, après, il faut du temps pour l'analyser, pour en tirer des conclusions et apporter des modifications pour fabriquer l'étape suivante. Vous voyez. Alors là, vous allez voir ici, je vais vous faire voir des explosions qui sont avec des dates. Alors, je ne sais pas si je vais vous mettre comme ça. Voilà. Là, vous avez la date de l'essai nucléaire, l'endroit,
ici, enfin le nom de l'explosion, et puis la situation, et ensuite la puissance. Alors, vous avez, attendez, je vais reprendre mes lunettes. Alors, vous avez par exemple un essai qui est fait en ballon, à 600 mètres d'altitude. Une puissance importante puisque c'est une explosion qui fait 110 kilotonnes. Vous voyez, 110 kilotonnes qui a été mesurée. Elle a été faite le 11 septembre 1966. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, 11 septembre 1966. Ensuite, le 24 septembre, un autre essai. Après, le 4 octobre, c'est-à-dire 15 jours après, un troisième essai. Alors, ça, vous comprenez, un industriel, il sait que ça n'est pas le même fabricant qui fait ça. Il y a donc une bombe qui a été fabriquée par la France, une qui a été fabriquée par Israël et une qui a été fabriquée par l'Afrique du Sud. Parce que ça n'a aucun sens de faire des essais le 11 septembre et d'en refaire le 24 et d'en refaire le 4 octobre. Il faut d'abord analyser tous les résultats du mois de septembre pour qu'un an plus tard, on va faire d'autres essais. Donc un an plus tard, on se retrouve en 67 et là, on a modifié, vous voyez, ils font une explosion d'une puissance de 15 kilotonnes, une autre de 120 kilotonnes et une autre de 22 kilotonnes. Et là, on se retrouve encore avec 3 essais qui sont consécutifs. C'est le 5 juin, c'est le 27 juin, c'est le 2 juillet. Donc ça, alors j'ai toute la liste, bien sûr, toutes les dates. De l'autre côté, c'est pareil, j'ai tous les essais et ce sont des tests qui sont faits par la France pour Israël et pour l'Afrique du Sud. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Alors, voilà la situation. Et ce qui est étonnant, c'est que des gens qui sont pourtant des militaires devraient être informés de tout ça. Eh bien non, les gens ignorent cette histoire. Voilà. Et alors, bien entendu, pendant très longtemps, pendant des années, on a tenu tout ça secret. Mais rapidement, les dirigeants d'Israël, discrètement, ont fait savoir aussi bien aux Égyptiens, aussi bien aux Irakiens et aux autres, on possède l'arme nucléaire et si vous allez trop loin, ben nous, on vous fait disparaître de la carte. Vous voyez, voilà le truc. Donc, tous les chefs d'État des pays, la Turquie, l'Égypte, la Jordanie, etc., savent pertinemment qu'Israël possède un arsenal nucléaire qui est aujourd'hui de 360 têtes nucléaires, plus que la France. Vous voyez ? Donc voilà un peu cette histoire et donc c'est ce qui a permis en quelque sorte à Israël de faire la politique qu'elle avait envie de faire, de prendre les territoires de la Palestine et en toute impunité, puisque à partir du moment où on vous dit si vous allez trop loin, nous, on vous raye de la carte. Vous voyez par exemple une ville comme Le Caire, j'ai dans les essais des explosions en thermonucléaire qui font 2,6 mégatonnes. On l'a fait exploser à 900 mètres d'altitude au-dessus du Caire, il n'y a plus rien. Il n'y a plus une personne vivante sur le Caire. Vous voyez. Donc voilà un petit peu. Et ça, c'est ce qui a permis à Israël de développer et de conquérir tous les terrains en Palestine d'une façon en toute impunité. Et alors, Oui. ce qu'il faut aussi savoir, c'est que dans la législation américaine, les États-Unis n'ont pas le droit de porter assistance à un pays qui possède l'arme nucléaire. C'est donc en contradiction complète avec les textes qui régissent les États-Unis que, si vous voulez, Israël a développé son arme nucléaire et a continué à bénéficier chaque année d'un apport financier de 5 milliards de dollars, plus l'armement fourni. Alors, on a vu les bombardements sur Gaza. Il faut savoir qu'il y a eu quand même 80 000 tonnes de bombes fournies par les États-Unis. Vous voyez, voilà la situation.
Vous venez d'évoquer le lien, le soutien entre le soutien fourni par les États-Unis au Israël. Il y a l'autre soutien aussi, parce que les États-Unis parfois fait des guerres par procuration pour l'intérêt d'Israël. Et avec le retour de Trump, une question qui se pose concernant le programme nucléaire iranien. Israël n'a pas cessé de demander la destruction et l'empêchement de ce programme. Est-ce que d'après vous, Monsieur Chevrier, avec le retour de Trump, on se dirige vers une guerre entre les États-Unis et l'Iran ou vers la normalisation parce qu'on entend aussi des échos d'existence, des échos d'initiation des pourparlers à Genève, etc. Est-ce qu'il y aura quelque chose concernant le programme nucléaire iranien? C'est difficile de savoir ce que Trump va faire, mais ce que l'on peut voir, c'est qu'il a choisi une équipe qui est une équipe vraiment de sionistes autour de lui, qui sont décidés à prendre tous les risques pour permettre la réalisation du grand Israël. Voilà la situation. Alors, il y a des difficultés techniques importantes si on veut détruire si vous voulez, toutes les bases d'enrichissement d'uranium, puisque les Iraniens, ce sont des personnes cultivées, intelligentes, et au départ, ils avaient des sites qui étaient hors sol, puis ensuite, ils ont fait des sites un peu enterrés, mais ça ne suffit pas parce qu'on a des bombes maintenant qui peuvent pénétrer à 30 mètres sous terre et exploser. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit dans les montagnes des très grands tunnels, et c'est à l'intérieur de ces montagnes qu'ils ont installé les sites d'enrichissement d'uranium. Donc, est-ce que les États-Unis auront la capacité d'envoyer une bombe précisément dans un couloir, un tunnel, pour faire exploser tout ça? Je pense que c'est possible, mais c'est très difficile à réaliser. Alors, oui, je dirais que, vous savez, dans ce domaine-là, on peut parler que de probabilité. Je pense que la probabilité que les Américains attaquent dans les semaines qui viennent l'Iran, je la situerais à 7 sur 10 à peu près, vous voyez. Et c'est fort probable que les Américains décident d'attaquer l'Iran parce que ce sera le souhait d'Israël. Et comme les États-Unis sont dirigés par Israël, on peut dire, eh bien, ils pourront... alors, comment ça pourrait se passer? Eh bien, on sait que l'Iran a des liens très étroits avec la Russie depuis pas mal d'années, puisque ce sont deux pays qui ont souffert de l'embargo économique des États-Unis, un embargo complètement arbitraire, parce qu'on ne voit pas pourquoi que les États-Unis ne veulent plus commercer avec l'Iran. Ça, c'est leur affaire. Après tout, ils peuvent très bien décider je commerce avec tel pays et pas avec tel autre. Ça, c'est leur problème. Mais ils ont interdit à tous les pays de l'Union européenne et d'autres de commercer avec l'Iran. C'est-à-dire que l'Iran a été mis au banc des nations pendant plusieurs décennies, depuis 1979. Et donc, pendant ce temps, à partir, on va dire, des années 2000, là, l'Iran s'est orienté vers une relation de partenariat assez fort avec la Chine et avec la Russie. Alors maintenant, le monde a basculé, si vous voulez. Les progrès économiques et militaires réalisés par la Chine sont énormes. Les progrès réalisés dans le domaine militaire par la Russie sont énormes. Et donc, on a un rapport de force qui est complètement différent. Et là, il est possible, tout à fait possible, que si les États-Unis décident d'attaquer l'Iran pour détruire les installations d'enrichissement ou peut-être même les terminaux pétroliers et tout ça, eh bien, il est possible que la Russie interviendra. De toute façon, elle a déjà apporté son aide. Ce sera sur la base de l'accord de coopération stratégique. Hein? Oui, absolument. Mais il faut dire que bien avant la signature de cet accord qui a eu lieu le 17 janvier, eh bien, il y avait une collaboration très étroite
entre les ingénieurs et les scientifiques russes avec les ingénieurs et les scientifiques iraniens. Et il faut dire qu'à partir du mois de juin 2024, la Russie a installé une véritable barrière de protection en Iran pour la protéger des attaques des avions israéliens. Voyez. Donc là, maintenant, on sait que les avions israéliens qui ont tenté d'aller bombarder l'Iran ont eu un échec phénoménal. Alors évidemment, les chaînes de télévision françaises ont dit que c'était une réussite. C'est absolument faux. Le bombardement qui a été tenté par l'aviation israélienne a été un échec total. Pourquoi? Parce que les Russes ont mis en place le long de l'Iran des systèmes qui sont même inconnus de la part du monde occidental, où les systèmes électroniques arrivaient dans les postes de pilotage des avions et les pilotes ne pouvaient plus faire ce qu'ils voulaient. Et donc, ils ont largué leurs missiles et ils ont fait demi-tour à 70 km de la frontière iranienne. Donc ça, alors, maintenant, les Israéliens le savent. Ils savent qu'ils ne peuvent pas aller avec leurs avions actuellement parce qu'il y a toute une barrière de S-400, de S-300 qui sont installés en Iran. Il y a des systèmes électroniques, il y a des systèmes laser également fournis par la Chine. Et donc, je pense que ce sera la flotte américaine qui enverra des missiles pour détruire tout ce système de protection qui protège l'Iran. Donc, voilà un peu la situation. Et là, on verra si ils décident d'envoyer des missiles pour détruire toutes les stations qui protègent l'Iran, et auquel cas, une fois que ces stations sont détruites, l'aviation israélienne pourra intervenir avec l'aviation également américaine. Mais je pense que les choses ne vont pas se dérouler comme ça, parce que je crois que l'Iran possède un niveau technologique très haut, et associé avec la Russie, ils ont de quoi couler plusieurs navires américains en mer d'Oman ou dans l'océan Indien. Donc, on va voir comment ça va se dérouler, mais il faudra certainement qu'ils réfléchissent à 2 fois avant d'envoyer leur premier missile. Donc, voilà la situation. J'aimerais bien terminer avec vous, Monsieur Chevrier, concernant les menaces de Poutine adressées à ses détracteurs de mener la guerre nucléaire. Est-ce que d'après vous, il y aura ce risque d'extension de la guerre en Ukraine vers l'utilisation de l'arme nucléaire? Oui, Même absolument. Zelensky l'a demandé à ses alliés de lui fournir de l'arme nucléaire. Alors, si vous voulez, dans le livre que j'ai publié en 2023, La prochaine guerre sera nucléaire, je cite, ce livre est disponible aux éditions du Rocal, mais les gens peuvent aller sur mon site, Gérard Chevrier, et là, ils vont avoir de comment se procurer le livre. Donc, j'explique d'une part les 3 situations qui peuvent nous entraîner à un conflit nucléaire. La première, c'était évidemment la guerre en Ukraine. La deuxième situation, c'est au Proche-Orient, le conflit qui risque d'éclater entre Israël et l'Iran. Et la troisième situation, c'est à Taïwan, une base qui est actuellement utilisée comme un cheval de Troie par les Américains. Donc la troisième situation, c'est peu probable dans l'immédiat, mais la première situation, oui, il y a un risque. Alors, tant que les Russes gagnent sur le terrain avec des armes conventionnelles, ils n'utiliseront pas, bien sûr, d'armes nucléaires. Ils n'ont aucune raison. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Poutine mène ce conflit à son rythme, en ayant un minimum de pertes dans les rangs de l'armée russe, et qu'il veut faire traîner ce conflit pour avoir justement le temps de fabriquer dans le système industriel qu'il y a en Russie suffisamment de missiles pour que le moment venu, il sera en mesure
de détruire une partie des États-Unis et là de gagner la guerre en quelque sorte. Et ce sera bien sûr des missiles nucléaires. Donc le risque, je l'ai situé, il est plutôt en hiver. Donc ça pourrait être, si les choses évoluaient rapidement, vers la fin du mois de février 2025. Mais je pense que les Russes ne sont pas encore prêts pour cela. Et donc, ça sera probablement le mois de février 2026. Parce qu'il faut savoir que les Américains avaient 830 bases militaires dans le monde. Et donc, ils en ont maintenant à peu près 750, des bases qui sont devenues plus importantes. Et qu'un conflit nucléaire qui démarrerait, ça voudrait dire comme objectif la destruction de toutes les bases militaires américaines en Europe et dans le reste du monde. C'est ça qui est important. Et donc, pour détruire 750 bases, il vous faut déjà minimum 1500 missiles. Vous voyez, on prend un coefficient 2. Quand on veut détruire un objectif militaire, il faut qu'il y ait forcément un second missile qui parte quelques minutes après pour s'assurer si le premier avait raté sa cible ou avait été dérouté, le deuxième, lui, aura. Donc voilà. Donc fabriquer 1500 missiles nucléaires, ça ne peut pas se faire en 2 mois ou en 3 mois. Et ça demande beaucoup de temps. Mais quand les Russes seront prêts, eh bien, à mon avis, on ira vers un conflit nucléaire entre la Russie et les États-Unis. Merci beaucoup, Monsieur Chevrier. J'aimerais bien vraiment exprimer ma reconnaissance pour avoir accepté notre invitation. Ça a été un honneur pour nous. Est-ce que, en tant qu'analyste, en tant qu'un homme d'expérience aussi, est-ce que vous êtes pessimiste ou optimiste pour l'avenir de l'humanité? Alors, oui, non, je suis ni pessimiste ni optimiste, je suis réaliste, et j'essaye de l'être, du moins. Et ce que je veux dire surtout, c'est ça qui est important, vous avez raison, c'est que la guerre nucléaire, ce ne sera absolument pas la fin du monde. Parce que, comme je vous ai fait voir tout à l'heure un tableau sur les explosions nucléaires que la France a procédé, il faut savoir que depuis 1945, il y a eu 2400 explosions nucléaires sur la Terre. Vous voyez? Et ça n'est pas. Alors, bien sûr, on les a fait dans des zones où il n'y avait personne, où il n'y avait pas d'habitants. Et la seule différence, c'est que quand la guerre nucléaire qui aura lieu probablement, selon moi, dans quelques mois, peut-être des quelques années, mais je crois plutôt quelques mois, eh bien, ce sera évidemment beaucoup de morts, notamment aux États-Unis, mais également en Europe, parce que l'Europe n'est absolument pas préparée à cette éventualité. Il y aura beaucoup moins de morts en Russie, parce que les Russes ont construit des abris nucléaires pour toute la population. Il y a des abris, bien sûr, en Suisse, puisque vous êtes en Suisse, vous le savez. Il y a des abris en Suède, dans beaucoup de pays, mais pas en France ni en Belgique, et très peu en Allemagne, puisque en Allemagne, il y a une partie où il y a des abris, c'était la partie de l'Allemagne de l'Est qui était occupée par l'URSS. Et l'URSS faisait construire des abris NBC pour protéger la population civile. Mais dans l'Allemagne de l'Ouest, il y en a très peu. Et donc, il y aura beaucoup de morts, mais ça ne sera pas la fin du monde, parce que certains nous prédisent l'hiver nucléaire, tout ça. Alors, il y a effectivement des risques sur le plan climatique si la guerre était déclenchée en été. Mais si la guerre est déclenchée en hiver, les feux de forêt s'éteindront d'eux-mêmes. Et donc, c'est ça le point important, si vous voulez, parce que tout l'hémisphère nord, toutes les forêts de l'hémisphère nord pourraient brûler si c'était une guerre qui était déclenchée en juillet ou en août. Ce sera une catastrophe parce que là, effectivement, pendant 2 ou 3 ans, on ne pourrait pas faire de culture dans l'hémisphère nord. Mais si ça se déroule en hiver, eh bien, les feux de forêt s'éteindront sur quelques kilomètres carrés et donc les conséquences seront limitées. On pourra reparler une prochaine fois, si vous voulez, des conséquences des retombées radioactives et comment s'en protéger, puisque dans mon livre, le but d'avoir écrit ce livre, c'est de donner d'abord beaucoup d'informations comment se déroulent les explosions nucléaires
et quelles en sont les conséquences, quels sont les différents types d'explosions nucléaires qui existent et comment les choses pourraient arriver et surtout comment se protéger des retombées radioactives. C'est ça le point le plus important parce qu'en France, nous n'avons pas d'abri, mais l'information pourrait permettre à beaucoup de personnes de sauver leur famille. Donc, vous voyez, c'est ça. Le vrai scandale, c'est que les autorités françaises n'ont rien fait pour protéger la population civile en France, et ni au niveau de la construction, ni au niveau de l'information. Il n'y a aucun compteur GGR, il y a 2500 casernes de pompiers en France, et il n'y a pas, à l'exception des 50 casernes de pompiers qui se trouvent à côté des centrales nucléaires civiles ou qui produisent l'électricité, il n'y a aucune caserne de pompiers qui possède un compteur GGR. Donc les gens seront complètement dans l'ignorance. Est-ce qu'il y a de la radioactivité dans telle commune, dans telle municipalité? Ils n'en sauront rien, alors que les Suisses sont parfaitement équipés, parfaitement informés. Et malgré cela, beaucoup de Suisses nous commandent le livre et s'informent, vous voyez, parce que en plus des abris, ils veulent savoir comment les choses vont se passer. Et là, je crois avoir fait un ouvrage qui est intéressant si on en juge par les réactions de tous les gens qui nous écrivent. Merci infiniment, monsieur. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Ça a été une rencontre enrichissante. J'espère que j'aurai l'honneur et l'occasion de vous recevoir prochainement pour analyser, décrypter l'actualité internationale. Merci beaucoup, monsieur Chevrier, et à bientôt. Très bien, merci. Au À revoir. À bientôt. bientôt. Merci.